Bonjour à toutes et à tous. C'est la deuxième année qu'on organise cette journée qu'on a intitulée Journée d'actualité d'histoire des mondes juifs, parce qu'on a fait le constat qu'il y avait beaucoup de publications dans le domaine de l'histoire qui paraissaient au cours de l'année, publications auxquelles malheureusement on ne pouvait pas, pour des contraintes de calendrier et d'autres raisons, donner une visibilité. Donc, on a réfléchi à une journée qui nous permettrait de vous montrer, de donner une place à quelques publications importantes dans le domaine de l'histoire. Et il s'avère que cette année, les publications que nous avons reçues, que nous avons lues, tournent toutes autour de la question des Juifs en France face au nazisme. Donc il y a une complicité entre plusieurs ouvrages. Toutefois, nous avons choisi de garder notre format décidé déjà l'année dernière. On est un petit peu rigoriste, peut-être vous allez trouver. Donc l'idée est de donner la parole à un premier historien pendant une trentaine de minutes. Ensuite, vous donner la parole à vous pour un échange et donner ensuite inviter sur le plateau le prochain historien invité. Donc vous allez comprendre. Et après, il y a une séance de signature et ensuite une deuxième séance tout à l'heure. Donc pour cette première séance, nous sommes très heureux de recevoir Annette Becker. Merci beaucoup Annette Becker d'être avec nous. Et suivra donc sur le plateau Marina Touliès, qu'on est également très heureux de recevoir pour la première fois dans cette salle. Et je tiens à remercier Ruben Honigman qui donc va animer ces deux conversations, ainsi que Academ. Merci beaucoup à tous et donc très bon après-midi. Et à tout à l'heure. Merci. T'es allumé ? Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Annette Becker. Bonjour. Alors on va présenter en effet deux livres successivement. Deux livres qui résonnent ensemble, qui ont un point commun, c'est qu'on y suit les trajectoires de personnages qui ont un commun destin que vous qualifiez, Annette Becker, d'exil dans l'exil. D'abord, elles sont en exil parce qu'elles ont fui l'Allemagne, parce que juifs, ou parce que communistes, ou parce que les deux. Et ces personnes viennent en France pour y trouver un refuge, une terre d'accueil, un sol sur lequel reposer leurs pieds, et combattre d'ailleurs l'hitlérisme à distance. Sauf que, et c'est là qu'intervient l'exil dans l'exil, les raisons mêmes pour lesquelles elles ont fui l'Allemagne vont se retourner contre elles dans le pays où elles espéraient trouver un refuge. Et elles se retrouvent donc, toutes les personnes dont il va être question au cours de l'heure et demie qui suit, doublement en exil. Alors, Annette Becker, je voulais... Je vais vous reprendre simplement un tout petit peu. C'est qu'il y a trois parties dans le livre. Oui. Et la première et la troisième partie sont en effet des exilés dans l'exilé. Mais la partie centrale, qui concerne des juifs français, des juifs de France, d'autant plus qu'il s'agit de ma famille, sont, eux, on peut dire exilés ou, comment dire, punis pour être juifs à partir de 1940. Oui. Mais eux, ils sont français. Oui. Donc, ils ont un seul exil, si l'on veut dire. Si l'on veut dire, tous les autres, en effet, dans le livre, à commencer par celui qui forme la couverture du livre, Otto Freundlich, sont en effet dans le double exil, puisqu'ils sont étrangers, réfugiés en France pour une raison ou pour une autre, et se retrouvant dans la situation de la chasse aux Juifs, puis de l'extermination. Alors on va parler aussi de la partie sur votre famille, et sur ces Juifs israélites, français, bien sûr. Je voulais commencer par un point de méthode, m'adresser à l'historienne. Dans ce livre des Juifs trahis par leur France, vous appréhendez la grande histoire à travers des destins individuels, un peu dans la lignée de vos précédents travaux. Vous aviez travaillé sur les guerres telles que les ont traversées Apollinaire, Maurice Halbwachs ou Marc Bloch. Et ici, vous suivez l'artiste Otto Freundlich, votre grand-oncle Pierre Ignace, ainsi que toute une série d'inconnus qui sont passés par les camps de transit d'internement français. Pourquoi est-ce que c'est par le biais des petites histoires que vous essayez de vous saisir de la grande histoire? Parce que pour moi, il n'y a pas de grande et de petite histoire.
il y a l'histoire, et l'histoire est faite d'individus, des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu à un certain moment, et j'essaie d'être aussi proche que possible d'eux et d'elles, et c'est toujours ma façon de faire de l'histoire. Alors il est beaucoup plus facile à première vue de trouver des individus plus célèbres, parce qu'on trouve en général plus de correspondances, plus de gens qui ont écrit sur eux. Mais quand on est face à des anonymes, eh bien, il faut faire le même travail, à mon avis, pour leur rendre toute leur humanité. Cette humanité, elle passe aussi par les affects, par ce qu'ils ressentent, par leurs émotions. Ce n'est pas de l'histoire froide et anonyme, justement. On parlait tout à l'heure en loge de Natalia Ginzburg et de Carlo Ginzburg, qui est quand même le maître de la micro-histoire. C'est ce que vous faites ici, de la micro-histoire ? Oui, c'est une forme de micro-histoire où j'essaie de rassembler le plus de documentation possible autour d'un certain nombre d'individus. Documentation qui peut être la leur, et donc qui est en général plus affective, bien évidemment, mais qui peut être aussi très administrative, donc très froide. Et j'essaye de comprendre comment ces textes administratifs, en l'occurrence, par exemple, ces fiches d'entrée en camp, comment eux, ils ont vécu cela, essayer de voir donc l'interaction entre ce qui est froid, dominant, bureaucratique et quelquefois exterminateur, et ce qui est la réaction de vie, de survie de ceux qui sont les victimes de ces textes froids. Oui, j'ai trouvé ça très impressionnant, comment vous décortiquez alors non seulement les correspondances, mais aussi effectivement les documents administratifs. Mais juste, même là-dedans, vous essayez de traquer les parts d'humanité dans des lapsus, dans des mots barrés, dans des fautes d'orthographe. Vous essayez de rendre tout ça parlant, en fait. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours voir les documents dans leur intégralité, que ce soit la correspondance ou des documents administratifs, parce que c'est souvent dans les marges, dans les ratures, dans les oublis que l'on trouve un autre sens. Quand on voit des documents administratifs publiés, ça ne fait pas du tout le même effet. Et même chose pour des lettres. Les lettres de Freundlich ne sont malheureusement pas publiées. J'espère qu'elles le seront un jour. Mais en tout cas, quand on les publiera, il faudra évidemment reproduire les petits dessins qui sont dans les marges. Sinon, on manque l'essentiel de ces lettres. Un mot encore général. Vous êtes essentiellement une spécialiste de la Première Guerre mondiale. J'étais. Vous étiez. Et il y a eu ce glissement dans vos travaux, dans votre carrière, vers la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un concept de génocide. En travaillant sur la Première Guerre mondiale, j'ai particulièrement travaillé sur les civils occupés. Et en travaillant sur les civils occupés, je suis tombée sur le nom de quelqu'un qui est devenu trop récemment très célèbre, qui s'appelle Raphaël Lemkin, et qui a inventé le mot génocide. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, le mot génocide n'a pas été inventé au moment de l'extermination des Juifs, mais à partir de son expérience de la Première Guerre mondiale. D'une part, les pogroms et les déportations de Juifs à l'intérieur de l'Empire russe, et d'autre part, l'extermination, qu'on n'appelait pas encore génocide, bien sûr, des Arméniens. Et c'est dans les années 20 et 30 qu'il a travaillé cette question. Et puis, il s'est arrêté en 1933 pour toutes sortes de raisons. Et en 1942, il a recommencé à travailler et il a inventé donc le concept des génocides et toute la suite qu'on connaît. Et donc, en trouvant ça dans mes travaux sur la Première Guerre mondiale, sans doute parce que je m'intéressais pour des raisons familiales au génocide des Juifs, eh bien, je me suis dit, tiens, voilà un sujet pour moi. Et c'est comme ça que je suis passée à l'étude des génocides en général,
mon livre précédent, Messager du désastre, sur l'invention du mot génocide et ce que ça veut dire. Et puis ce livre-là, plus précis, peut-être plus personnel aussi. C'est Retour à Lemberg, le livre de Philippe Sands, où il est Oui, tout à beaucoup fait. question de Lemkin Dans Retour à Lemberg, il est beaucoup question de Lemkin, sauf que Sands, avant de devenir l'avocat de l'État de Palestine, il détestait Lemkin. Mais maintenant, il trouve que c'est pas mal. Sans vouloir rentrer dans des considérations trop psychanalytiques, je me suis demandé aussi, en vous lisant, si vous n'étiez pas intéressé autant à la Première Guerre mondiale pour garder la Seconde à distance, justement, à cause de la charge familiale qui vous relie personnellement à cette guerre. Ça, je ne suis pas absolument sûre. Plusieurs de mes collègues en Grande Guerre, Jay Winter, par exemple, l'ont dit très nettement. C'était une façon de tenir à distance la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il est d'origine juive polonaise, où toute sa famille avait été exterminée. Moi, honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je m'y suis toujours intéressée, mais je n'ai pas pensé que, comme historienne, je faisais autre chose. Mais c'est possible, hein. Il faudrait creuser ça plus à fond. Alors on va passer à celui qui occupe une part très importante dans ce livre, et la couverture du livre, c'est justement une œuvre de Otto Freundlich. Vous dites que c'est le parangon de ce qu'on appelait en Allemagne, ce que les nazis appelaient l'art dégénéré. Alors ça veut dire quoi que c'est le parangon de l'art dégénéré? C'est quelqu'un qui m'a toujours intéressée. Et si j'ai commencé le livre par lui, et s'il se faufile un peu dans tout le livre, c'est parce que les nazis l'ont désigné. Et comment est-ce que les nazis l'ont désigné? Donc, dès qu'ils sont venus au pouvoir, dès 1933, en fait, en 1934, commence une grande campagne sur la dégénérescence à la fois physique et dans les œuvres d'art. Et lui est ciblé immédiatement. Pourquoi? Parce que dans la deuxième partie de sa vie, qui malheureusement sera écourtée par Sobibor, eh bien, il faisait de l'art abstrait. Cet art abstrait qui est insupportable pour les nazis. Il est en plus juif, il est en plus assez proche des communistes, bien qu'il ne soit pas vraiment communiste. En plus, il avait vécu l'essentiel de sa vie en France, donc il avait tout pour déplaire. Et au moment où ils vont organiser une exposition d'art dégénéré, la première d'une longue série d'expositions qui vont avoir lieu en Allemagne, puis dans les pays occupés, comme la Pologne, à partir de 1937 jusqu'à 1942-43. Après, ils sont en train de perdre la guerre, ils n'ont plus le temps de faire des expositions, mais ils pensent toujours la même chose. Ouais. Et donc, ils vont faire un espèce de Führer, de guide, sur lequel ce n'est pas un catalogue magnifique comme ceux qui sont faits dans cette belle institution. C'est un petit pamphlet raciste dans lequel ils mettent côte à côte des œuvres d'art, qui n'est pas d'art pour eux, puisque c'est de la dégénérescence, avec des œuvres faites par des fous ou avec des photographies de fous ou d'handicapés physiques ou mentaux. Et sur la couverture, ils mettent une sculpture de Freundlich, qui est une sculpture d'une tête. Elle s'appelait comme ça en 1907. Donc, ils vont chercher une des premières œuvres de Freundlich, qui est en effet une tête, mais qui est une tête qui est un petit peu allant un petit peu vers l'abstraction. Finalement, comme sculpteur, il s'est pas vraiment... il n'a pas trouvé qu'il arrivait à faire ce qu'il voulait comme sculpteur, et donc il se met à faire ce genre de peinture. Et donc, il était à la fois le symbole de l'art dégénéré, mais en même temps, je vous disais qu'il y avait des handicapés, et au même moment de la grande exposition de Munich, où il est mis en majesté pour être détesté, eh bien, au même moment commence le programme T4, qui est le programme d'extermination des malades mentaux appelés les inutiles par les nazis. Et je pense que beaucoup d'entre vous le savez,
l'essentiel des médecins ou pas médecins qui travaillaient dans ce programme T4 ont été à l'origine de la mise en place du traitement par le gaz dans les sites d'extermination, les premiers de l'opération Reinhardt. Et donc, dans mon livre, j'avais à la fois celui qui avait été condamné comme artiste, mais pas pour la mauvaise qualité de son art, pour la dégénérescence de son art. Et on avait donc l'origine de l'extermination de tout ce qui est dégénéré. Ça commence par les malades mentaux, mais ça s'arrête assez vite parce que là, il y a un énorme rejet de la société allemande. Tandis que pour les Juifs, il n'y a pas de rejet du tout. On peut L'Église a continuer. protesté notamment en Allemagne. L'Église particulièrement proteste. L'évêque de Cologne proteste très, très sérieusement. Mais ça s'arrête aussi parce qu'ils ne sont pas la première cible. Une fois qu'on est débarrassé, ça va. Mais la cible réelle, bien sûr, ce sont les Juifs. Et donc c'est comme ça qu'il ouvre mon livre en tant que personne, bien sûr, mais aussi en tant que symbole de ce qui va conduire à l'extermination. Et les derniers du livre sont la dernière rafle et donc à partir de la France. Et donc le plus gros de ces étrangers du camp de Reyan qui se retrouve à Auschwitz. Lui, il a droit à un des 4 convois qui va vers Sobibor, ce qui donne une petite diversion par rapport à l'anniversaire que nous allons commémorer dans quelques jours. Où il va être assassiné immédiatement à Sobibor. Oui, sans doute, où il est mort, on n'en sait rien. En tout cas, où il est mort en route. Mais en tout cas, oui, il n'a pas réapparu après Sobibor. Je m'adresse à l'historienne de l'art contrariée que vous êtes. Vous me Oui. disiez tout à l'heure, vous êtes devenue historienne parce qu'il fallait passer la grecque d'histoire dans votre famille. Mais dans le fond, vous êtes historienne de l'art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on ne connaît pas très bien Freundlich en France, encore pas assez, qu'est-ce qu'il y a dans son art justement qui incarne ce que les nazis appellent dégénéré? Alors il a très tôt, il était d'une famille assez aisée, il aurait pu reprendre l'entreprise familiale, mais comme il a décidé de faire de devenir artiste, et il a fait un petit peu de scolarité en Allemagne, un petit peu de beaux-arts en Allemagne, mais très peu, et il est venu pratiquement tout de suite en France. Et en France, où s'installait au début du siècle un artiste un peu bohème qui ne savait pas très bien où aller, il s'installait au bateau Lavoir. Et son petit camarade d'atelier s'appelait Picasso, et le petit camarade de l'autre côté de la rue s'appelait Max Jacob. Et le voilà pris dans ce monde de bouillonnant du début du siècle. Donc, il va s'intéresser au cubisme, mais il ne va pas vraiment devenir cubiste. Et très, très rapidement, c'est un homme qui a aussi une grande volonté de conceptualisation, de philosophie, on peut dire. Et pour lui, ce qu'on peut voir ici comme de l'abstraction, un jeu de couleurs, a derrière toujours toute une synthèse philosophique, travaille sur la lumière, la destinée de la lumière et la destinée de l'homme dans la lumière, etc. Je crois que ça va un peu énerver Picasso, qui trouve que c'est bien trop compliqué pour lui. Ils vont rester amis toute leur vie. Mais son idée de recherche, je tiens à remercier d'ailleurs le musée Picasso qui a mis à ma disposition énormément d'écrits de Freundlich qu'il avait envoyés à Picasso, que Picasso avait conservé avec beaucoup de respect, parce que tout est conservé, impeccable. Mais Picasso, on n'a pas de réponse. Je crois que vraiment, lui, il peignait parce que c'était ça son truc, mais qu'il n'avait pas envie de faire des grandes théories. Et il trouvait Freundlich trop dans la théorie, l'explication des œuvres. Lui, il pensait qu'il fallait les faire, et puis on les regardait, et c'est tout. Mais moi, je trouve extrêmement touchant
de lire ces textes de Freundlich. Alors, c'est pas non plus, j'allais dire de Heidegger, mais c'est peut-être pas une très bonne idée, vu ce dont on parle. C'est pas un grand philosophe, mais il a une façon absolument touchante de penser qu'il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Oui, c'est théoriser. De théoriser. Et il voulait tellement théoriser qu'il a voulu créer une école. Et alors, ils l'ont fait un petit peu avec sa compagne formidable, dont il y a beaucoup de lettres aussi, et beaucoup de vie de sa compagne dans le livre, qui s'appelle Jeanne Koschnick-Klock. Qui n'est pas juive, elle. Qui, elle, n'est pas juive. Non. Il est déporté sans elle. N'est pas juive. Oui, elle n'est pas... c'est un bel exemple de voir comment ça se passe, parce que lui, il est arrêté comme juif, et elle est juste à côté. Elle est aussi bohème, artiste que lui, mais il s'en fiche complètement. On arrête que les juifs. C'est la rafle de Nexon en 1943. Vous dites que Freundlich, c'est en passant comme ça dans le livre, ça ne fait pas l'objet d'un chapitre en soi, mais vous dites que c'est un juif pas juif. Oui, c'est-à-dire que, comme beaucoup de juifs allemands à partir du 19e siècle, et c'était le cas de sa famille aussi, c'est des gens qui ne se convertissent pas à une autre religion, contrairement à beaucoup de juifs allemands, mais qui, en revanche, ne pratiquent absolument pas le judaïsme. Ils savent qu'ils sont juifs, et il faut bien reconnaître qu'ils se marient aussi entre juifs. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que les autres ne veulent pas ne les voient pas? Mais c'est plus le cas de Freundlich, parce qu'il s'était jamais marié, et quand il rencontre Jeanne Koschnick-Klock, c'est un coup de foudre, c'est un immense amour, et elle n'est pas juive. Oui, vous citez, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre dans le livre qui dit « Nous ne sommes juifs qu'à partir du moment où on nous le reproche ». Oui, alors c'est pas lui. C'est un autre artiste, je crois que c'est Henri Valency qui lui écrit ça, si mon souvenir est bon, il me semble bien que c'est ça. Et on peut le rapprocher de ce que dit Marc Bloch dans L'étrange défaite. Je ne suis juif que face à un antisémite. Pour Marc Bloch, c'est un peu court, parce qu'on sait bien qu'il était juif à d'autres moments. Mais pour Freundlich, ça serait tout à fait exact. Il y a une amplification de l'abstraction chez Freundlich quand il est traqué, quand il est en camp, quand il est dans l'extrême précarité. Vous pouvez nous en dire 2 mots, ça, de la mutation de son art en période oui, c'est vrai. D'exil, c'est vrai. Je me demande si ça ne vient pas aussi de sa précarité matérielle. Il n'a plus que du carton, quelquefois du papier. Il manque énormément de tubes de couleurs. Et d'ailleurs, certains de ses amis lui en envoient. Enfin, c'est d'ailleurs des choses qui sont encore peu compréhensibles pour moi. C'est des amis qui sont juifs, qui sont eux-mêmes cachés dans le Vercors, mais qui sont riches, qui arrivent du Vercors à lui envoyer des tubes de peinture où il est caché dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a des choses bizarres qui se passent pendant cette guerre. C'est pas le temps de l'informatique. Et donc, on peut faire passer des choses, on se demande comment. Et en tout cas, je pense que la précarité, la solitude, la beauté de la nature qui l'entoure aussi, lui rendent les choses de plus en plus fragiles et donc de plus en plus abstraites. Et une intensité aussi. Oui, à la fois, vous avez tout à fait raison, c'est à la fois plus fragile et plus intense. Et sa façon de dire, de raconter ce qu'il voit dans cette nature. On est dans le sud-est, dans la région de Perpignan, du camp de Rivesaltes, puisqu'il est à 15 km de Rivesaltes. Et il y a à la fois une énorme chaleur,
Donc des ombres très très fortes avec ce soleil très très puissant. Et on voit dans toutes ces dernières œuvres qui sont faites quelquefois simplement de hachures qui tournent dans un sens ou dans un autre. On a l'impression qu'on sent la force de cette chaleur. Et il y a aussi une deuxième chose qui est très très fort à ce moment-là, c'est le vent. Et d'ailleurs, tous les internés du camp de Rivesaltes parlent de la chaleur et du vent. D'ailleurs, très impressionnant quand on va à Rivesaltes aujourd'hui, c'est que tout autour, il y a d'immenses parkings avec des choses pour le soleil et des éoliennes tout autour. Et je me dis chaque fois que j'y vais que si tous les détenus qui étaient là avaient pensé qu'un jour, ceux qui faisaient leur malheur allaient servir d'énergie propre dans un autre monde. C'est tout à fait étonnant. C'est un élément important d'ailleurs dans votre livre, c'est le changement de graphie, de police, puisque vous faites des allers-retours entre l'histoire et ce que ces lieux sont devenus. Vous écrivez d'une autre manière à chaque fois, c'est une espèce de puzzle comme ça. C'est comme s'il y avait deux livres dans le livre. Voilà, c'est ça. Ouais. On en a parlé avec mon éditeur, Pierre Nora. Je voulais que ce que j'écris dans une autre graphie, c'est évidemment ce que je pense au moment où j'écris le livre, mais c'est aussi des rencontres intellectuelles. Je pense à mon ami Albert Hirschman que j'ai connu à Princeton et qui était évidemment le Blemish de Varian Fry. Et donc, moi, j'arrive, jeune historienne à Princeton, je vois cet homme que j'admire comme économiste et je m'aperçois qu'il était le second de Varian Fry à Marseille. Donc, je voulais le mettre dans le livre d'une certaine façon. Et c'est pour ça le changement de graphie. Et puis aussi, c'est très important pour moi, il y a des gens dans la salle qui le savent bien, je vais toujours partout, autant que possible. Je vais sur les traces. Donc, mais vous voulez toucher les lieux. Et donc, quand je raconte les déplacements vers ces traces, vers ces lieux, c'est pas la même chose que le récit de l'histoire, encore que ça pourrait l'être, mais la différence de graphie permettait de mieux s'y retrouver, je crois. Il y a un terme dans le titre de votre livre qui est peut-être le plus important, les Juifs trahis par leur France. Et j'aimerais bien qu'on s'attarde sur un cas précis, celui de Henri Lang. C'est le sous-directeur de la SNCF, donc un poste très important, et qui... Alors, j'ai découvert cette lettre dans votre livre qui adresse une lettre qui fait froid dans le dos à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, très très grand antisémite. Et il le félicite, en fait. Il partage avec lui, il lui écrit qu'il partage avec lui ses vues sur les juifs étrangers. Oui, c'est terrible. Et il va finir assassiné. Mais oui, il finit à Auschwitz de la même façon. Ouais. C'est terrible, mais ça nous rappelle qu'un certain nombre de juifs français, qui d'ailleurs ne voulaient pas qu'on les appelle juifs, mais israélites, considéraient qu'ils n'étaient pas de la même race, je vais parler comme eux, que les juifs étrangers. Ouais. Et c'est vrai qu'ils avaient une différence qui était une différence de nationalité. Les juifs français étaient des Français. Ils s'étaient, pour beaucoup d'entre eux, Henri Lang a été pris comme sous-directeur de la SNCF, comme polytechnicien, a été pris dans la rafle dite des notables. Il s'est retrouvé à Compiègne. Et si je parle de lui, je le mets dans le contexte de mon grand-oncle, qui n'était pas un notable, mais ils n'avaient pas assez de gens, donc ils ont raflé des juifs qu'ils trouvaient au passage, même s'ils n'étaient pas notables, donc de la rafle du 11 décembre 1941. Et donc Henri Lang représentait exactement cela, un polytechnicien
Alors, j'espère qu'il n'y a pas ces petits-enfants dans la salle parce que ce n'est pas très, très, très gentil. Je les rencontre de temps en temps. Et quand ils ont découvert cette lettre, ils étaient absolument horrifiés. D'autant plus qu'il y a eu le film de Jérôme Prieur sur les suppliques, où il en a rajouté, il a repris cette lettre, que c'est d'ailleurs Jérôme qui me l'avait fait connaître. Hein. Je la Oui, c'est connaissais pas. une lettre parmi tant d'autres. Oui, c'est une parmi Israélites tant qui d'autres. s'adressent aussi Voilà. parfois au maréchal Pétain, qui leur disent j'ai été décoré, mon frère est tombé en Bien sûr. 14-18, mon fils aussi, est-ce qu'il faut que je renvoie la médaille? Bien sûr. C'est des gens qui Mais sont enfin, persuadés que la France ne va pas les trahir. en général, et c'est pour ça que c'est leur France, parce que pour eux, il n'y a pas d'autre pays. Et c'est une période d'immense patriotisme. Et les plus âgés d'entre eux avaient fait tous la Première Guerre mondiale et étaient décorés de la médaille militaire, de la Croix de guerre, de la Légion d'honneur. Et quand ils ont compris qu'ils partaient vers l'Est, alors c'est le convoi numéro 1 et le convoi numéro 2 qui sont partis de Compiègne, où ils étaient internés dans des conditions épouvantables, bien pires que celles de Drancy par la suite, ou au même moment, puisque Drancy était déjà ouvert. Eh bien, ils ont demandé à leurs femmes, parce qu'il n'y avait que des hommes à ce moment-là, ils ont demandé à leurs femmes de leur envoyer leur Légion d'honneur. Ils sont arrivés à la gare de Compiègne devant des policiers français qui avaient des ordres très stricts, par exemple, de les enchaîner. Donc, vous voyez ces gens, ils avaient leur Légion d'honneur et on les enchaîne comme des bandits et ils montent dans les trains. Ils ne savent pas qu'ils vont aller à Auschwitz, mais c'est là qu'ils vont arriver 3 jours plus tard. Et cette scène, même le commissaire de police de Compiègne, qui était très endurci, qui trouvait tout à fait normal qu'on mette les Juifs plus loin à l'Est, il ne savait évidemment pas ce qui allait se passer, mais il pensait qu'ils partaient en camp de travail et que ça ferait un bon débarras. Quand il a vu leur Légion d'honneur et leur courage, leur dignité, même le commissaire de police en charge du bon règlement des choses a frémi. C'était insupportable. Et ça montre, et c'est pour ça que je porte toujours ma Légion d'honneur maintenant. Maintenant, vous allez me dire, j'ai une bonne raison pour la porter, mais j'y pense chaque fois. Je me dis, mais comment ils ont pu supporter cette trahison extraordinaire? Alors, vous allez en parler tout à l'heure avec Marina, parce qu'elle elle insiste de la même façon sur les Juifs allemands, comme Freundlich, comme Hannah Arendt, qui est au cœur de son livre, qui est aussi dans le mien, parce qu'évidemment, on trouve les mêmes. Et Hannah Arendt a essayé largement de comprendre cela, de comprendre pourquoi son groupe d'Allemands réfugiés du nazisme en France, qui avaient choisi la France, comment ils ont pu se porter d'aller dans des camps d'internement. Je parle du camp d'internement de la Troisième République, dans lequel se trouve évidemment Freundlich, comme Walter Benjamin, comme Hannah Arendt, etc., etc. Et toute cette question est là. Comment cette idée, cette certaine idée de la France, pour plagier quelqu'un qui, à ce moment-là, est encore en France, parce qu'on est avant la défaite de 40, et donc on est bien avant le 18 juin, ces gens-là aiment la France d'un amour infini, que ce soit les Français, donc les Juifs français, ou que ce soit ces Juifs allemands, autrichiens, tchèques, et qui parlent tous parfaitement français. Qui parlent tous parfaitement français. Enfin, bon, pour les intellectuels, hein, parce que pour les autres, c'était pas toujours facile, parce qu'ils étaient aussi repérés par la suite, après 40, par leur accent ou par leur impossibilité de parler le français. Mais pour les intellectuels, oui, ils parlaient le français parfaitement, et c'était la terre qu'ils avaient choisie. Donc c'était aussi leur France. Donc il y a 2 groupes de gens pour qui c'est leur France, ceux qui sont nés là et qui ont toujours été français et qui aiment leur pays comme on aime son pays, particulièrement dans ces temps
très difficile, où le patriotisme, évidemment, s'exasperbe. Et puis, ces juifs étrangers qui aiment la France, qui devient leur France, parce que c'est celle qui leur a donné l'asile, et c'est celle, et ça revient très souvent, c'est celle qui n'a pas fusillé Dreyfus. Ils disent tous, mais dans nos pays, si on pensait qu'un juif, d'abord un juif n'aurait jamais été à l'état-major de l'armée, mais si en plus on pensait qu'un juif avait trahi, 5 minutes après, il était devant un peloton d'exécution. Donc la France, elle fait des procès. C'est bien pour ça qu'ils viennent en France. C'est formidable, c'est heureux comme Dieu en France. Alors justement, on va continuer cette discussion sur ces thèmes-là tout de suite avec Marina Touillez. On va laisser la parole à la salle pour quelques échanges avec vous. Merci beaucoup. Donc, je suis très enthousiaste de lire votre livre. Je suis très intéressée par Freundlich. Et j'ai voulu juste d'abord saluer les collègues au musée de Montmartre qui a quand même fait une très belle exposition rétrospective d'Otto Freundlich. Donc, on a pu voir beaucoup d'œuvres pour la première fois. Pas les œuvres dont vous parlez qu'il a fait aux Pyrénées, je pense. Ça m'intéresse beaucoup. Elles sont au musée de Pontoise. Oui, je ne suis pas allée au musée de Pontoise. Mais j'ai voulu vous demander, par curiosité, parce qu'évidemment, je n'ai pas encore lu votre livre, je viens de lire le livre de Gérard Hadid, Lumière des astres éteints, la psychanalyse des camps. J'ai trouvé ça très, très insatisfaisant. Donc, vous avez parlé des lapsus et des choses comme ça, et les exile studies sont très, très prenants à ce moment. Je ne sais pas si on dit à la mode, mais on est plein dans les exile studies, dans les universités. Donc, à quel point l'idée d'entrer dans une psychanalyse transposée, pour dire ça, et pénètre votre livre qui est nécessairement très, très scientifique, en guillemets. Alors, je vais vous dire, j'y avais même pas pensé. C'est un livre d'histoire culturelle, comme on dit en France. C'est-à-dire où j'essaye de faire surgir la réflexion de tout ce que voyait, de tout ce que lisait, de tout ce qu'entendait, parce que la musique joue aussi une part importante, les gens que j'étudie. Alors, bien évidemment, je pourrais aussi faire une psychanalyse du passé, hein, c'est possible, mais j'en ai pas la capacité. Alors, il y a des lapsus qui sont tellement évidents. Il y a un lapsus qui c'est pas au niveau de la psychanalyse. Hein. Au moment où Freundlich est arrêté, raflé, ça serait mieux, et que sa compagne, son amoureuse, se rend compte que cette fois c'est fini. Il y a déjà eu des soucis, mais là, cette fois, elle se rend compte que c'est fini. Elle écrit à leur grand ami, Pablo Picasso, et elle est, d'origine lettonne. Elle a vécu en Allemagne et maintenant elle vit en France. Donc, son français n'est pas forcément très bien, donc elle fait un brouillon chaque fois qu'elle écrit une lettre. Et là, elle ne fait pas de brouillon parce que c'est tellement pressé. Et elle écrit à Picasso, Otto est parti vers le nord. Mais en fait, elle met un M. Donc, il est parti vers le mort. Alors, évidemment, j'en fais tout un plat dans le livre, vous vous en doutez. Je n'ai pas eu l'impression que je faisais de la psychanalyse. Hein. C'est vraiment un lapsus très, très simple. Mais bon. Alors, est-ce qu'elle s'en est aperçue? Parce que c'est un peu raturé, on n'en sait rien. Elle s'en est peut-être aperçue qu'elle avait fait une erreur de lettre. Mais en tout cas, telle qu'on la voit sur l'enveloppe, qui est au musée Picasso, qui est très bien conservée au musée Picasso, c'est très, très frappant. Donc voilà un exemple de ce que pourrait faire un psychanalyste qui chercherait encore plus cela.
Bonjour madame, je n'ai pas encore lu votre livre, mais je le lirai avec un très grand plaisir aussitôt que la conférence sera finie. Mais voilà. Je pense qu'avec Marina, on ira signer tout à l'heure. Oui, là, parce que moi j'ai lu le livre de votre collègue Marina, donc qui m'a énormément plu. Et puis en ce moment, j'ai toute une constellation de livres qui tournent tout autour en fait de cette problématique. Les enfants Opperman, Walter Benjamin. Mais ma question est la suivante, parce que je n'avais pas bien compris dans l'intitulé de votre livre, Des Juifs trahis par leur France. J'avais cru comprendre, en fait, je ne savais pas qu'il y avait à la fois deux groupes, les Juifs français dits israélites qui ont été complètement aveuglés par leur, je vais dire, leur patriotisme. Pas tous, Pas tous, parce que pas tous. Et les Juifs allemands ou qui se sont réfugiés, mais en France. Mais ma question n'est pas celle-là. C'est quelle est la documentation? Où se trouve cette documentation? Et comment vous avez pu la circonscrire? Parce que entre un peintre d'origine juive allemande, Otto Freundlich, et puis Hannah Arendt ou un anonyme français israélite, cette documentation, à mon avis, elle est éparpillée. Et comment vous avez circonscrit en fait le cercle de la documentation pour un moment la baliser? Merci beaucoup, c'est une excellente question pour une historienne. Et cela me permet de rappeler que la profession d'historien, c'est une expertise. Et que eh bien, c'est un long travail. Il faut traquer les archives comme on aurait traqué les êtres, parce que chaque être, à un certain moment, eh bien, nous, maintenant, cette conférence va être dans les archives du MAGE, par exemple. Et quelqu'un qui voudra étudier, mettons, le MAGE dans quelques années, eh bien, pour voir qu'est-ce qu'on faisait dans ce musée, c'est une archive qu'il pourra trouver. Et donc, pour chaque individu qui m'intéressait, j'ai cherché. Alors, pour Otto Freundlich, c'était assez facile. Grâce à l'exposition dont vient de parler Madame au musée Montmartre, qui a été la première grande exposition en France, où on l'a ressuscité, malheureusement juste avant le Covid, mais heureusement ils l'ont gardé un petit peu après le Covid. Il y avait beaucoup d'archives. Bon, je travaillais déjà sur lui, mais je le savais, mais sinon ça aurait été une autre façon de le faire. Toute sa correspondance via Beaubourg a été versée par les amis d'Otto Freundlich à l'IMEC, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui se trouve à Caen. Et donc, pour commencer mon livre, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller passer un certain temps à Caen, dans cette abbaye magnifique qui accueille les chercheurs. Et ça a été le cœur de mon travail sur Freundlich. Et ensuite, au fur et à mesure, eh bien, on a grandi. Par exemple, quand il est dans les différents camps d'internement de la Troisième République, alors là, ça se trouve aux archives nationales et dans les archives des différents départements. Donc, il faut savoir où se trouvait le camp, dans quel département, et chercher les archives. Et puis, bien évidemment, il y a des grandes archives en France pour tout ce qui concerne la Shoah, au mémorial de la Shoah, pour commencer, au Cercil à Orléans, pour les camps du Loiret. Et donc, j'ai fait tous ces camps, toutes ces archives au fur et à mesure. Pour Compiègne, eh bien, c'est aux archives nationales et aussi aux archives de l'Oise, puisque Compiègne se trouve dans l'Oise. Et donc, on a grandi de cette façon-là. Et puis, enfin, pour les 54 dont on n'a pas parlé, les 54 anonymes qui font toute la fin de mon livre et dont j'ai essayé de retrouver au maximum des visages, de retrouver des parcours. Pour les visages, ça a été les fiches de l'administration et quelquefois, y compris des photographies qui ont été envoyées par des survivants qui les recherchaient. Ou, encore plus extraordinaire, mais là j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une amie qui
archiviste aux archives de l'Holocauste à Washington et qui a retrouvé des demandes de naturalisation américaine avec photographie pour une de mes déportées du camp de Reillanne en Provence, une des 3 survivantes de cette rafle de 54. Tous les autres sont morts à Auschwitz, y compris une petite fille de 3 mois. Et elle a ensuite voulu émigrer aux États-Unis. Et mon amie Jeanne Lambert a retrouvé sa fiche. Et donc ça, c'est des documents extraordinaires, des documents tellement extraordinaires qu'il est reproduit dans le livre. Donc vous voyez, c'est une espèce de quête sans fin, de quête à laquelle il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a des moments où on ne peut plus s'arrêter. Et il faut aussi écrire le livre à certains moments. Mais là, j'ai des survivants des 54, justement. Il y en a un qui est en Suisse. Et il m'écrit depuis qu'il a pris connaissance de mon livre. Et il veut sans arrêt que je lui trouve des nouveaux documents. Mais je n'ai pas que son arrière-grand-mère dans mes préoccupations. Et il m'écrit, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de lui me disant « Mais vous m'aviez dit que vous aviez d'autres documents et je les attends ». Et c'est très intéressant parce que les affects de son arrière-grand-mère, malheureusement, on ne les connaîtra jamais. Mais j'ai les siennes. Et les siennes sont intéressantes aussi par rapport à la lecture de mon livre. Voilà, et on va poursuivre tout de suite avec Marina Touillez. Merci Annette Becker. Sans transition. Enfin, la transition a été faite par Annette Becker, en fait. Exactement. Bonjour, Marina Touillez. Bonjour. On a donc, dans votre livre, Hannah Arendt et la tribu en France, succession de portraits de parias. Durant les années où ces personnes ont trouvé refuge, enfin ont cherché refuge, n'ont pas trouvé, mais ont cherché refuge en France, on a pas moins que la fine fleur de l'intelligentsia juive européenne, en fait, à ce moment-là, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Günther Anders, premier mari d'Hannah Arendt, Arthur Koestler, et aussi les parents de Danny Cohn-Bendit et de Gaby Cohn-Bendit. Très intéressant de découvrir les trajectoires de ces 2 personnes, on va en parler. Ce qui réunit tous ces grands noms, c'est le terme de paria, dans lequel vous les qualifiez. Alors, ça recouvre quoi, paria? Oui, tout de suite la question la plus difficile. Paria, moi je pense que c'est déjà leur ressenti. D'ailleurs, il est aussi le terme de paria est dans le livre aussi d'Annette Becker. Je pense que ça rendait... Ce qui m'intéressait déjà, c'était dans le titre d'avoir paria et puis juste en dessous Hannah Arendt, parce que c'était un petit peu le point de départ de mon travail, c'était de me rendre compte qu'une figure autant à la mode, on élude un petit peu tout ce qui s'est passé pour elle en France, où justement elle a été une paria. Donc je pensais que c'était intéressant sur la couverture d'avoir à la fois le nom d'Hannah Arendt associé à ce mot de paria. Mais c'est d'abord ce qu'ils ressentent, je crois, beaucoup d'entre eux, alors qu'ils attendaient autre chose, de la patrie des Dreyfusards. Ce que disait Annette, pour les Juifs réfugiés d'Allemagne, ils viennent parce que c'est cette patrie amie des Juifs. Et ils vont rapidement déchanter. Et c'est cette humiliation, je trouve, peut-être qu'on entend dans le mot paria. Après, paria, c'est aussi le terme que, par exemple, Günther Anders emploie dans La catacombe de Molussi, donc un livre qu'il écrit à Paris à ce moment-là, pour décrire métaphoriquement les opposants au nazisme. Donc c'est aussi une référence à ça. Et puis, paria, c'est les catégories que Hannah Arendt va reprendre de Bernard Lazare, qui était journaliste au moment de l'affaire Dreyfus, et qui distingue les parias des parvenus.
Et pour Hannah Arendt, qui le reprendra après, les parvenus, ce seraient les juifs israélites qui, au moment où Hannah Arendt et les autres réfugiés allemands arrivent à Paris, se désolidarisent des réfugiés allemands et Ostjuden, donc les juifs de l'Est. Donc de la part de Hannah Arendt, c'est condamner cette position d'assimilé qui, pour les juifs israélites ou même les juifs allemands en leur temps, était de privilégier son statut social au détriment d'une solidarité avec les juifs de l'Est et puis concernant les Israélites français avec les juifs venus d'Allemagne ou d'ailleurs. Et donc elle va prôner, elle, le fait d'être un paria conscient quand on est juif, c'est-à-dire de revendiquer, de ne pas être assimilé. Voilà. Ça nous emmène tout de suite très loin, c'est le peut-être ce qu'on mot appelle paria. une sublimation, mais justement, Hannah Arendt, elle prend ce terme, a priori infamant, de paria pour lui donner une grandeur. Vous la citez, vous dites, enfin, vous rappelez qu'elle dit « Seul un paria peut accéder à une vraie conscience politique en même temps qu'à l'identité juive ». C'est par paria qu'elle est juive aussi. Oui, paria, c'est le porteur d'une promesse aussi. Clairement, plus généralement, ça fait référence aussi au fait qu'elle revendiquait, même en tant qu'universitaire plus tard aux États-Unis, un côté assez anticonformiste. Elle disait que l'anticonformisme est la garantie d'une réelle posture intellectuelle. Et l'irrévérence, et donc elle se voudra toujours infréquentable, donc au sens large aussi, mais évidemment pour elle, être juif, c'est être un paria, mais ça ne suffit pas de l'être, il faut être un paria conscient aussi, parce que pour elle, ça permet de créer une solidarité juive internationale, de prendre conscience du jeu de dupes que serait l'assimilation. Et de ne pas, comme les Juifs au moment de l'affaire Dreyfus, et comme les Juifs français dans les années 30, qui se désolidarisent finalement des réfugiés juifs qui arrivent, de ne pas s'accrocher à son statut social, on en parlait, la Légion d'honneur, etc., Oui. au détriment d'une solidarité juive. Donc être un paria conscient, assumé, et c'est ce qu'elle fera, c'est ce qu'elle va faire toute sa vie. Vous parlez au futur, mais en fait, il y a tout un premier chapitre dans le livre, aux origines de l'exil, où vous revenez sur les premières années d'Hannah Arendt, et cet anticonformisme, il est là depuis le début, et l'irrévérence aussi. Et vous rappelez l'extrême charisme en fait, d'Hannah Arendt, notamment auprès des hommes, notamment auprès d'Heidegger. Déjà, on est dans les années 20, là. C'est quelqu'un qui laisse personne indifférent, qui change la température d'une pièce dès qu'elle Apparemment, pénètre. apparemment ça va à l'encontre des... Si vous voulez, ce qui est intéressant sur l'histoire de la mémoire de Hannah Arendt, c'est que les photos qu'on utilise sont assez austères, où elle fume, bon c'est vrai qu'elle fumait comme un pompier, mais où elle est marquée, alors que justement on a essayé aussi de mettre d'autres photos dans le livre, parce que en réalité, quand on se plonge dans son histoire, et même sur les témoignages après-guerre, on parle beaucoup de son regard qui apparemment dégageait quelque chose de très fort, très sensuel. Des témoignages qu'on a, j'ai un petit côté people qu'on sentira dans le livre. Oui. Mais bon, c'est au service d'un vrai discours, j'espère. Mais effectivement, elle est très charismatique en tout cas. Charismatique. Toute personne indifférente. Oui, c'est le cas. Et en tout cas, son côté anticonformiste, ça vient apparemment de sa mère, qui était... Il faut bien voir que l'Allemagne, à l'époque, c'est un pays en avance, y compris sur la psychologie des enfants. Et donc, elle va avoir beaucoup à cœur de suivre les désirs de sa fille, y compris quand sa fille décide que les cours de grec sont beaucoup trop tôt le matin et qu'elle ira plus. Et donc, sa mère obtient comme ça qu'elle aille plus au cours. Après, quand Hannah Arendt fomente toute une révolte de la classe contre un professeur, sa mère aura beau intervenir, Hannah Arendt sera virée. Mais du coup, elle passera son bac en auditrice libre, etc. Donc il y a effectivement, dès le départ, elle va se l'approprier après cet anticonformisme, mais il y a dès le départ quelqu'un qui veut faire quand même que ce qu'elle veut et qui est encouragé à ça, et c'est comme ça qu'elle se lance dans des études de philosophie. Pour les femmes à l'époque, c'était quand même encore assez exceptionnel. Et ça inclut aussi, d'ailleurs, c'est pas l'objet du livre, mais ça inclut aussi la cigarette, d'ailleurs. Ça commence comme ça. Oui. Une femme ne fume pas en public dans les années 20 en Allemagne, elle le fait délibérément, dans cette optique. Et d'ailleurs, son mari est contre.
C'est-à-dire que ça plaît pas du tout. Alors même s'il est fou d'elle à Günther Stern Anders, avec qui elle est mariée à partir de 1929, et notamment le représentant sioniste de l'époque, qui est l'un de ses amis, Kurt Blumenfeld, lui offre des cigares qui puent selon Günther Stern, et vraiment ça se fait pas du tout pour une femme de fumer dans la rue ou de fumer des cigares, et elle le fera d'autant plus volontiers que son mariage va battre de l'aile assez vite. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté, oui, de... C'est pour ça aussi que quelque part plus tard, mais là on s'éloigne vraiment de mon livre, mais elle se sentira pas féministe, et elle dira à Günter Gauss lors d'un entretien télé, notamment parce qu'elle a toujours eu l'impression de faire que ce qu'elle voulait. Donc, Alors, toutes ces personnes, Hannah Arendt, mais toute cette tribu, quittent l'Allemagne parce qu'ils sont juifs, mais ils arrivent en France, ils sont vus comme Bosch. Ouais, mais ça, c'est quand même difficile. Beaucoup. En effet, mais enfin, ils quittent l'Allemagne parce qu'ils sont persécutés par l'Allemagne et on les voit comme des Allemands. Comment ça fonctionne dans la tête des Français à ce moment-là? La Première Guerre est quand même pas très loin, donc il y a une propagande anti-Bosch toujours très à l'œuvre. Annette le disait, c'est quand même des grands moments de patriotisme. C'est pas du tout la France et l'Allemagne d'aujourd'hui, hein. C'est des pays qui se font la guerre depuis très longtemps. Donc il y a une propagande anti-Bosch. Et puis à partir de 1938, ça va se calmer un petit peu. Puis à partir de 1938, ça va être l'ennemi se rapprochant, ça va être d'autant plus prégnant, au point où quand ils vont se cacher dans les abris, on repère leur allemand. Et ça va être très dur à ce moment-là, parce qu'ils sont là depuis plusieurs années. Ceux qui sont arrivés en 1933, ils se sont vraiment devenus parisiens. Arendt, elle se sentira parisienne. Mais oui, ils arrivent. Elle vient en France parce que c'est là où elle va pouvoir continuer son combat sioniste contre Hitler. C'est les armes qu'elle a choisies contre Hitler. Et donc elle est à Genève, on lui propose un travail à Genève. Elle décide quand même d'aller vers Paris, comme beaucoup de juifs qui, encore une fois, pensent au pays ami des juifs. Et puis on sait qu'il y a des comités de secours, donc on espère être bien accueillis. Et puis en réalité, il y a aussi évidemment la crise de 29 qui, du coup, réveille les réflexes xénophobes dans la population française. Ils vont nous piquer notre travail, notre pain. Oui, et puis il y a une campagne, l'extrême droite est de plus en plus puissante, et donc joue beaucoup là-dessus, alors qu'il s'agit de... En 1933, à Paris, 8000 réfugiés en comptant les clandestins. Oui, c'est insignifiant en fait. Voilà. Enfin, au niveau de la France. Ce sera 40 000 avant 1938, quoi, donc, dans toute la France. Donc ça, c'est peu. Mais ça va aboutir à une situation aussi aberrante que ces anti-nazis vont se retrouver parqués avec des nazis ou avec des sympathisants pro-nazis à partir du déclenchement de la guerre. On a Walter Benjamin à Colombes, par exemple. Il est dans le même stade que des nazis. On met tous les Allemands ensemble, finalement. Oui, le livre, c'est malheureusement une succession de trahisons, d'abandons, qui va mener à ce moment de désespérance de 1940, et qui explique le suicide aussi de Benjamin, dont on parle beaucoup en termes, je trouve, quand on parle de Benjamin, on a l'impression que c'est parce qu'il était maladroit, peu fait pour la clandestinité et la persécution. En réalité, moi, je trouve qu'il fait preuve d'un courage impressionnant sur ces derniers moments. Et en tout cas, ça s'inscrit dans une vague de suicide général de beaucoup de ces réfugiés qui étaient pourtant les plus courageux, les plus aguerris de personnes de cette époque. Mais donc cette mise en camp, c'est une énième trahison dont Arendt parlera avec beaucoup d'amertume. Nous étions les premiers prisonniers volontaires de l'histoire. Et c'est Pourquoi volontaires ? Volontaires parce que certains, pas tous, certains d'entre eux reçoivent des convocations et ils s'y rendent. Donc pour elle, ce sera au Vélodrome d'hiver. Alors vous parliez de Colombes pour Benjamin. Certains sont arrêtés, donc c'est pas si volontaire que ça. Et puis c'est pas si volontaire que ça dans la mesure où ne pas s'y rendre, c'était être en clandestinité. Il fallait le pouvoir, ce sera ce que Arthur Koestler va finir par faire. Mais
Bon, c'est pas si volontaire que ça. Là où c'est plus volontaire, et Annette Becker le décrit très bien aussi dans son ouvrage, c'est que pendant très longtemps, les premières semaines d'internement, ils sont toujours très loyaux à la France. Et il y a quelque chose de pathétique qu'elle décrit bien sur la loyauté à la France, qu'ils se sentaient français. Donc on parlait des Israélites juifs français qui sont trahis par la France, mais ces gens-là qui ont tous fait Benjamin, Arendt, qui ont tous fait une demande de naturalisation, ils se sentent également français, intellectuellement, du point de vue de l'humanisme, etc. Ils aiment ce pays. Ils s'écrivent en français, d'ailleurs, il y a des lettres de Benjamin à Arendt en français. Oui, mais c'est la censure aussi. Ils sont obligés... oui, mais c'est un français parfait, il n'y a aucune faute d'orthographe. Benjamin, oui. Impressionnant. Benjamin, oui. D'autres moins, mais Blücher moins, mais c'est très joli de voir ce qu'il écrit. Mais ils adoraient évidemment la France et oui, c'est une énième trahison. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils ne comprennent pas pourquoi. D'ailleurs, nous, on ne comprend pas non plus. Enfin, politiquement, c'est absurde comme décision. Enfin, bon, il y a un faisceau de raisons qui l'expliquent, mais c'est parfaitement absurde. Ils demandent à rejoindre l'armée française. On ne leur autorise pas. Tout ce qu'on va leur proposer, c'est la Légion. Mais la Légion, eux, ils veulent combattre Hitler. Ils savent très bien que la Légion est en Afrique. On peut même pas leur dire qu'ils recevront la nationalité française une fois qu'ils iront à la Légion. Donc oui, c'est vraiment le comble de l'infamie avant même la Shoah, et en même temps il y a des liens, et c'est ce que je voulais aussi peut-être montrer avec ce livre. Il y a des liens très forts avec, même symboliquement, le fait que les femmes en mai 1940 soient rassemblées au Vélodrome d'hiver. C'est bien sûr la rafle de 42 qui se profile. Il y a un lien direct avec la Troisième République. Et donc, évidemment, Vichy, ce n'est pas une parenthèse. Ça s'inscrit aussi dans une culture antisémite et concentrationnaire française. En plus d'être des parias, ce sont aussi des renégats, mais du communisme. Pour la plupart d'entre eux, ils éprouvent du dégoût à l'égard du communisme à partir du moment où le stalinisme triomphe. Vous dites au sujet de personnes comme les parents de Cohn-Bendit ou d'Arthur Koestler, ce sont des révolutionnaires qui ont consacré leur vie à une cause qu'on leur a volée. Ça génère une très grande amertume chez eux, ça. C'est une des trahisons. Et après, le pacte germano-soviétique. Koestler décrit qu'il se frappe littéralement la tête contre le mur. Parce que, et à ce moment-là, pourtant, il était au Comintern, il était un personnage influent au sein du Comintern, de l'Internationale communiste. Et il est déjà parti en 1938 avec les procès de Moscou. Malgré tout, il explique très bien dans La Lie de la Terre comment le fait qu'il y ait cette alliance entre Hitler et Staline, ce soit vraiment le moment où ils se sentent orphelins. Et il dit bien que le peuple de gauche va se battre contre Hitler, mais on ne peut pas se battre de la même façon sans but pour lequel se battre. Et que c'est une catastrophe. Lui, il parle de dépression, et il en fera une, et il tentera de se suicider. Donc oui, alors pour certains, quand même... Justement, Erich Cohn-Bendit, il est quand même critique du stalinisme, même plus tôt. Heinrich Blücher, le deuxième mari d'Hannah Arendt, il est au KPDO, donc au Parti communiste d'Allemagne d'opposition déjà. C'est pour ça que c'était des personnes particulièrement intelligentes et courageuses. Ils sont critiques, mais bon, ils sont quand même compagnons de route. Ils vont, la plupart d'entre eux, partir en Espagne. Il y a énormément de réfugiés allemands qui partent en Espagne combattre Hitler. Oui. Il y a la désillusion de la guerre d'Espagne aussi, parce que le très grand nombre de tués du côté républicain l'ont été du fait des agents secrets staliniens. Oui, ça les touche. Oui, ils sont directement touchés. Leur ami Heidenreich est touché parce qu'il est aussi au KPDO. Donc il va y avoir ces pogroms, on va dire, des staliniens sur les marxistes indépendants ou les anarchistes au moment de la guerre d'Espagne. Et ça, voilà, c'est à peu près au même moment que les procès de Moscou. Et donc, Lotte Klenbort, qui est l'une des amies de Hannah Arendt et Heinrich Blücher à Paris, et dont je me sers beaucoup des mémoires inédites, raconte qu'ils écoutent effarés les procès de Moscou à la radio, et qu'ils ont beau être critiques déjà des staliniens depuis longtemps, on s'achemine vers un... Ça va rendre aussi un front populaire allemand impossible, et finalement, Heinrich Blücher, par exemple, se sentira orphelin de cette idéologie communiste. C'est un mot d'Arendt aussi, après la guerre, qui dit que ça a été très difficile d'être trahi par les ennemis, c'est-à-dire par les Allemands, mais encore plus difficile par les amis, justement. Cette double trahison. Oui.
oui, c'est ça qui est très tragique. Koestler le dit bien, on ne doit pas nier le crime. Au moment où il fait une tentative de suicide, nous avons été conduits à la mort par nos amis. Donc ça, c'est évidemment, c'est ce que dit Hannah Arendt, le fait que les nazis arrivent au pouvoir, c'était une tragédie politique, c'était pas une tragédie personnelle. Ouais. Le fait que dès l'arrivée des nazis au pouvoir, beaucoup d'intellectuels allemands à son goût, parce que pour elle, les intellectuels se mettent plus facilement au pas que les autres catégories de la population, aient suivi Hitler, première trahison. Et après, c'est la conférence d'Évian, la trahison internationale, la trahison stalinienne, la trahison de la France. On va de trahison en trahison. La trahison par les Israélites français qui, pour la plupart, parce qu'il y a Raymond Aron, par exemple, qui, lui, leur tendra la main, mais qui, pour la plupart, vont leur tourner le dos. Donc il y a toutes ces trahisons. Il y a les intellectuels allemands, il y a les communistes, il y a les Israélites français. Et au milieu de toutes ces trahisons, pour Hannah Arendt, il y a quand même une bouée de secours. Et je trouve que c'est quelque chose de très important dans votre livre, de le rappeler. C'est le sionisme pour Hannah Arendt. Parce que du rapport d'Hannah Arendt au sionisme, on retient souvent seulement le reproche qui lui a été fait au moment du procès à Eichmann, quand elle a écrit Eichmann à Jérusalem, l'échange avec Gershom Scholem, qui lui reprochait de manquer d'Ahavat Israël, d'amour du peuple juif. Or, ici, vous montrez combien elle est engagée activement dans ces années parisiennes dans le mouvement sioniste. Elle est à la tête du bureau pour la LIA des jeunes à Paris. D'où cela vient cet engagement sioniste à Arendt? Alors, ça commence au départ quand elle est élève en philosophie et élève d'Heidegger. Elle est plutôt apolitique, comme elle l'expliquera, comme toute cette génération qu'on appelait la génération perdue, qui étaient les intellectuels de l'entre-deux-guerres en Allemagne, qui, donc derrière eux, il y a la boucherie et la défaite de 14-18, et devant eux, il y a le chômage, la défaite de 14-18, c'est concrètement des gens mutilés dans les rues, au coin de Berlin et des autres grandes villes, etc. Donc ils vivent avec ça. Et l'enseignement d'Heidegger, par exemple, elle sera qu'un an auprès d'Heidegger, mais en particulier celui d'Heidegger était très apolitique. On reste à distance, en tant que philosophe, on reste à distance des affaires du monde. Mais petit à petit, elle va finir par rentrer en politique au moment le plus dangereux après l'incendie du Reichstag en février 1933, en ayant fait cette évolution vers le sionisme, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer Kurt Blumenfeld, dont j'ai déjà parlé, enfin le retrouver parce que c'est un ami de ses parents, qui est donc le porte-parole de l'Union sioniste en Allemagne. Et puis elle va travailler sur une personne qui s'appelait Rahel Varnhagen, qui tenait au XVIIIe siècle, au moment du romantisme, qui tenait des salons avec les plus grands philosophes des Lumières en Allemagne. Et elle va étudier sa vie, ça va être son projet d'habilitation après sa thèse. Et elle se rend compte que Rahel Varnhagen, en essayant de s'assimiler, en essayant même en se convertissant au christianisme, etc., finalement vit une vie de souffrance, pour faire simple. Et qu'elle est rattrapée par son identité, enfin qu'elle n'a pas échappé à son identité juive, en tout cas. Oui, ce que Arendt va constater avec les sionistes de l'époque allemande, le sionisme à l'époque allemand, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui comme trouver un pays, en l'occurrence des visées sur la Palestine ou sur Israël, etc. C'est pas ça, c'est le constat premier que l'assimilation est un jeu de dupes. Pourquoi ? Parce que, selon les sionistes de l'époque, l'Allemagne et la France également, en réalité, malgré les Lumières, restent intrinsèquement antisémites. Donc, les Juifs, en voulant s'assimiler, en réalité, vont à l'encontre de leur propre identité et tombent dans des affres dans lesquels ils ne sortiront pas. En étudiant Rahel Varnhagen et en discutant beaucoup avec Kurt Blumenfeld, et on est au moment où les nazis enchaînent les victoires électorales. Donc, pour Arendt, ça va complètement confirmer l'évolution intellectuelle qu'elle fait. L'échec de l'assimilation. Ouais. L'échec de l'assimilation. Le sionisme allemand de l'époque, avec Kurt Blumenfeld, etc., c'est ça. C'est de dire l'assimilation est un jeu de dupes. Il faut donc être un paria conscient. Ça mènera à ça et ne pas être ce parvenu qui, en s'accrochant à son identité allemande, le fait au détriment, en réalité, montrer qu'il y a une antinomie entre l'identité juive et l'identité allemande, parce que la société allemande reste, malgré tout, de façon plus pernicieuse, intrinsèquement antisémite. Et c'est le constat d'Arendt. Et c'est comme ça qu'elle va... Alors, elle reste quand même toujours... Arendt n'est jamais dans une orthodoxie.
Donc elle aura toujours un pas dehors. Elle va jamais, par exemple, militer, être adhérente à l'Union sioniste. Ouais. Maintenant, quand Hitler arrive au pouvoir, elle considère qu'il faut se défendre en tant que juive. Et alors que son mari décide de fuir en France, elle décide à ce moment-là de rentrer en politique et de faire un travail de propagande, on va dire, que lui demande de faire l'Union sioniste. Voilà. Et elle va être arrêtée et interrogée, etc. La phrase de Arendt que vous citez, c'est « Le sionisme est une opportunité de surmonter le choc de la perte d'identité allemande dans l'appartenance à la nation juive ». Elle va même se rendre en Palestine mandataire dans les années 30. Elle accompagne des jeunes qui font leur alia dans des kibbutzim, mais elle revient assez rapidement. Elle aurait pu s'installer là-bas. Il y avait déjà Gershom Scholem. Elle revient en France. Oui, non, elle n'a pas, même quand Hitler, parce qu'elle est persuadée dès 1931 qu'Hitler va arriver au pouvoir, elle n'envisage pas d'y aller. C'est pour ça que je dis que ça n'allait pas forcément avec des velléités pour elle sur la Palestine. Elle va participer au sauvetage, bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est sur son évolution intellectuelle, elle est surtout sur l'échec de l'assimilation, etc. Pour elle-même, elle n'envisage pas d'aller s'installer en Palestine. Alors, quand elle part en 1935, à l'été 1935, elle rejoint Hans Jonas, qui était un ami étudiant, et elle lui dit « Tu vois, je suis complètement sioniste maintenant ». Maintenant, elle a confié des réserves, quand elle est de retour à Paris en 1935, elle confie des réserves sur ce qu'elle a vu. Il y avait aussi une forme une branche du sionisme allemand qui était très marxiste et qui voulait que l'installation en Palestine aille avec une fraternisation avec le prolétariat arabe. Ouais. Et par exemple, son meilleur ami Hanan Kleinbord, qu'elle va rencontrer à Paris, est revenu du sionisme parce qu'il n'a pas trouvé c'est pour ça que le sionisme de l'époque est assez large. Compliqué. Oui. Ouais. Alors, je voulais dire un mot aussi de Walter Benjamin. Il finit par obtenir le visa pour les États-Unis. Il meurt en route, il meurt en Espagne en fait. Enfin, il se suicide, pardon, en Espagne. Le but, c'est de traverser l'Espagne, puis le Portugal, et de prendre le même bateau que prendra Hannah Arendt pour New York. Parce qu'il a obtenu le visa pour les États-Unis, mais il y va vraiment à reculons. Il y a une exécration de Walter Benjamin pour les États-Unis. Oui, je pense qu'elle était commune aux autres aussi. Il y avait un amour de la France et de l'Europe. Il se sentait quand même très européen. Donc c'est le cas de Benjamin. Il n'est pas du tout attiré par les États-Unis. Il y va reculons. Lui, il était vraiment amoureux de Paris. Tout son travail sur le 19e siècle et sur les passages, comme beaucoup d'entre eux, d'intellectuels comme Freundlich, qui était venu à Paris bien avant 1933. Il y avait un réel amour pour Paris. Pour Benjamin, c'était vraiment lié à son travail. Donc Benjamin, j'essaie de montrer dans le livre que c'est un peu chronique d'une mort annoncée, parce qu'il y a cet empêchement à réellement partir. C'est comme s'il ne voulait pas lâcher l'objet jusqu'au bout, il travaille, jusqu'au bout, il profite de sa BNF. Il sait très bien qu'il est en danger très tôt. Ils le savent, ils sont assez. Lui, il écrit que l'atmosphère en Europe n'est plus respirable. On est en 1938, fin 1938. Donc, il le sait très bien et ses amis le pressent de partir parce qu'en plus, de toute façon, lui, sa survie économique est menacée depuis longtemps parce que l'école de Francfort qui l'emploie menace de lui couper les vivres. Donc, Adorno, Horkheimer. Voilà, ce qui vaudra pas un rôle querelle. très simple. C'est un peu les méchants du bouquin. Non, mais c'est eux qui vont lui trouver le visa. Oui, mais enfin, c'était dernière minute quand même. Ah bah, je vous laisse les responsabilités de vos propos. Non, mais effectivement, ça a valu... c'est vous qui racontez qu'à chaque fois qu'il livre un manuscrit, ils disent non, on ne va pas publier. Enfin, ça a été le grand traumatisme. Compliqué sa carrière aussi. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles il ne veut pas aller aux États-Unis. Il ne se sent pas compris. Mais je trouve dans cette histoire, ce qui est le plus émouvant, c'est du coup la querelle que ça va déclencher entre Arendt et Adorno jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas lâcher. Et puis elle va être d'une... Il faut dire qu'Adorno avait aussi intrigué pour que son mari, dans le temps, Günther Stern, n'ait pas son habilitation. Donc ça fait quand même beaucoup. Ouais. Mais
Mais effectivement, c'est quand même eux qui vont lui trouver le visa, le danger visa sur la liste de Varian Fry, qui vont le mettre sur la liste. Mais il lui refuse un travail. Et puis je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Et Horkheimer, envisage de lui couper l'argent. Donc il est même, en réalité, il vivait quand même dans la misère. Donc il est menacé même avant l'arrivée des nazis. Mais il ne part pas. Il est vraiment extrêmement accroché à cette ville qu'il aimait passionnément. Et il a une obsession dans ses pérégrinations, y compris jusque dans les Pyrénées, c'est la perte de ses manuscrits. Oui, ça montre ça. Je pense que son travail est plus important que sa vie. Et c'est la beauté de cette trajectoire. C'est pour ça que ça me chagrine quand on en fait quelqu'un qui est un peu... c'est parce que Hannah Arendt l'a décrit comme ça dans Vie politique. Mais remis dans le contexte, on voit bien que c'est quelqu'un de plutôt courageux et quelqu'un surtout qui met son travail avant tout. Et donc, quand il fuit aussi pour son travail, pour sauver. Donc, c'est sans doute les thèses sur l'histoire. Donc on n'a jamais retrouvé ce qu'il a dans cette fameuse pochette qui dit être plus importante que sa vie. Et Elle a été perdue, cette pochette. Elle a été perdue. Il faut raconter qu'il tient sa besace comme ça, il est en train d'escalader sur des arbres. Il a quand même un certain âge. Mais il n'a que 48 ans, mais il a des problèmes cardiaques. Il tient ça. Mais ça, par exemple, c'est quand même... Il passe du coup la nuit... Alors là, je pense qu'on a perdu tout le monde. Mais on est en 1940. Et donc, il a effectivement un visa pour les États-Unis. Il a même des visas de transit, parce qu'on était obligé d'avoir un visa en Espagne et au Portugal pour prendre le bateau à Lisbonne. Mais il fallait aussi normalement avoir une autorisation de sortie de la France. Mais comme la France avait signé une clause, la clause 19 de l'armistice, qui était qu'elle donnerait tous les réfugiés allemands à Hitler, on ne peut pas, ces réfugiés allemands, même quand ils ont, ou students, même quand ils ont des visas pour les États-Unis, ils sont forcément clandestins parce qu'ils ne peuvent pas demander l'autorisation de sortie de la France. Donc, il va à travers les Pyrénées avec Lisa Fitko, qui est sa passeuse, qui inaugure ce chemin qui va sortir ensuite beaucoup de réfugiés de France. Il va aller sur ce chemin qui est en réalité pas si difficile, mais il est tellement malade qu'ils vont en repérage la veille. Et il est tellement essoufflé qu'il décide de dormir là et de ne pas retourner au village. Mais clairement, c'est l'attaque cardiaque qu'il craint. Il le sent. Donc, c'est très émouvant de voir le courage de cet homme. Et donc, il met au point dans la nuit, en dormant dans la clairière, on est quand même en septembre, une technique en s'arrêtant toutes les quelques minutes pour tenir toute la marche. Enfin, c'est très digne. Il est très digne. Le récit de son suicide est particulièrement tragique puisque tout ça, ça s'est joué sur un quasi malentendu, en fait, parce qu'il tombe sur un douanier qui lui dit on ne reçoit plus les apatrides malgré le visa. Et en fait, le groupe avec lequel il était, ils sont tous restés là 3-4 jours et finalement, ils sont tombés sur un autre douanier qui les a laissés rentrer. Ça changeait tous les 2 jours, ce genre de choses. Non, c'est pas sûr que ce soit un malentendu parce que ce que j'explique, c'est que il n'est pas le seul à qui c'est arrivé d'être retenu à la frontière et on sait que la Gestapo était présente à Portbou. Et on sait aussi que Benjamin était traqué, puisque j'ai retrouvé dans les archives une demande que la police française, au nom des Allemands, s'en saisisse en 1943. Et il sait, lui, que ces biens viennent d'être confisqués, que les Allemands se sont tout de suite dirigés au 10 rue Dombasle. Donc il y avait vraiment une traque à l'œuvre. Et on sait que la Gestapo est présente à Portbou et que potentiellement, les gardes frontières avaient une liste de gens importants à arrêter. Alors pourquoi Benjamin, qui n'était pas si célèbre, aurait été important, mais c'est pas si... Pour moi, c'est pas tant une question de malchance, c'est plutôt le piège qui se referme. Lui le dit quand il est à Lourdes à Hannah Arendt, qu'elle racontera qu'il envisage déjà le suicide, parce que pour eux, le suicide, c'est vraiment... il lui répond, quand elle lui dit... Hannah Arendt lui répond, mais on a quand même encore bien le temps d'y penser. Et il lui dit, il ne faut pas le faire trop tard. C'est-à-dire qu'ils connaissent la Gestapo, il est hors de question de risquer de tomber aux mains de la Gestapo. Donc, l'hôtel dans lequel il est ramené avant d'être conduit à la frontière le lendemain, les gestapistes y étaient, parce que le dirigeant de l'hôtel était proche des gestapistes. Il est possible qu'il les ait même vus au dîner à table soir. Il a passé 4 appels qui ont apparemment sonné dans le vide. C'est pas pour moi, le livre raconte, il y a une fatigue morale. On est à un moment donné où, encore une fois, même Köstler, qui a 34 ans, tente de se suicider. C'est pourtant des gens extrêmement courageux, pour certains qui ont fait diverses geôles, y compris franquistes, c'est le cas de Köstler.
Mais là, on ne sait pas que les États-Unis vont entrer en guerre, on ne sait pas que l'Angleterre va tenir. On est vraiment dans une barbarie triomphante. On a été trahi encore une fois par les amis. Et potentiellement, là, ils pensent qu'il ne faut pas qu'ils s'y prennent trop tard. C'est la barbarie, mais c'est aussi l'arbitraire, en fait. C'est ça qui est une très grande violence pour tous ces intellectuels qui passent quand même une grande partie de leur vie à réfléchir, à essayer de comprendre le monde. C'est l'absence de sens, là, dans laquelle ils se retrouvent. Ils sont baladés tout le temps d'une absurdité à l'autre. Oui, oui, il y a un petit peu de ça. Après, le sens, ils en mettent parce qu'ils travaillent. Arendt, elle travaille beaucoup sur l'antisémitisme français à cette époque. Benjamin et elle, ils se sont abonnés au journal d'extrême droite L'Action française pour comprendre. Donc, ils sont quand même très... ils travaillent beaucoup et donc Arendt envoie de Lisbonne des lettres où elle est très pertinente sur ce qui est en train de se jouer et notamment avec les premières lois sous l'occupation où elle explique bien que ce sont des lois soutenues par les Français, un antisémitisme spécifiquement français et qui n'est pas importé d'Allemagne, etc. Donc ils ont quand même une acuité sur ce qui est en train de se passer qui est assez exceptionnelle. Alors justement, je voulais terminer sur la façon dont toutes ces années françaises ont forgé, de façon différée, le travail conceptuel d'Arendt après. Puisque la réputation, la consécration mondiale d'Arendt, intellectuellement, elle va avoir lieu après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis. En quoi est-ce que toutes ces années de tourmente auront été le creuset de son univers conceptuel? Parce qu'il arrive souvent que vous citez des extraits de correspondance et vous dites ça, c'est quelque chose qu'elle va développer plus tard dans les origines du totalitarisme ou dans Conditions de l'homme moderne. En quoi c'est déjà en germe là? Notamment parce qu'il y a cette tribu qui est aussi un laboratoire. Donc il y a les échanges notamment avec Erich Cohn-Bendit. Même quand Erich Cohn-Bendit est en camp, il continue à s'écrire et à réfléchir sur le statut des minorités, par exemple. Et on va le retrouver dans un chapitre du totalitarisme, des origines du totalitarisme. Tous ces travaux sur l'antisémitisme français, l'histoire de l'antisémitisme français, on le retrouve aussi dans les origines du totalitarisme. Les parias parvenus. Il y a évidemment aussi la chaleur des peuples parias qu'elle va expérimenter, elle, avec ses amis, dont elle parlera plus tard. C'est la distinction entre fraternité et amitié. Et peut-être aussi ce qu'elle appelle la désolation, qui moi, me touche particulièrement. C'est-à-dire, pour elle, mais je ne suis pas une experte de la pensée de Arendt, donc... mais ce que j'en ai compris, on va dire, c'est qu'il y a une tentation vers les totalitarismes dans les sociétés modernes parce que l'homme moderne cherche à fuir des maux qui sont aigus, peut-être insupportables. Et l'un d'entre eux, c'est cette sensation d'isolement, en allemand Verlassenheit, de désolation. Et pour Arendt, c'est l'un des mots des sociétés modernes. Et on peut voir à quel point elle avait raison et à quel point ça peut être renforcé par le numérique aujourd'hui. Et pour elle, l'homme moderne va être comme ça happé par le totalitarisme afin de fuir notamment cette sensation aiguë d'isolement et de solitude. Et on peut imaginer que ce qu'elle a vécu dans cette époque d'effondrement elle-même, de perte de la langue maternelle, qui était pour elle très importante, de sa patrie, de sa famille politique, etc., ce soit aussi à ce moment-là qu'elle ait découvert la force de l'amitié ça, c'est très important chez elle jusqu'à la chaleur la fin, des peuples parias. La valeur suprême jusqu'à la fin chez Arendt, c'est l'amitié. Dans sa vie et dans sa philosophie. Oui. L'autre a une forme... Hans Jonas dira qu'elle avait le génie de l'amitié. Mais effectivement, c'est peut-être le fait d'avoir été bohème, comme elle disait, de savoir que les meubles, les objets et même la patrie, finalement, sont fragiles. Finalement, la garantie de la continuité de soi, c'est l'autre. Merci beaucoup, Mariana. Merci à vous. Touillez. Il y a des questions.
D'abord, simplement pour vous dire, madame, que j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Mais passionnant, de bout en bout, parce que c'est comme un roman de la survie ou des survies. Et je trouve que c'est bien aussi de faire de la philosophie sur Hannah Arendt, mais je crois que j'aurais insisté sur le côté très romanesque de ces vies qui essayent de survivre, qui perdurent malgré tous les obstacles qui leur sont mis. Et je trouve qu'en lisant ce livre, je ne m'étais pas rendu compte à quel point nous avons baigné dans une sorte d'idéologie qui est celle, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec ces intellectuels français de l'entre-deux-guerres, comme Sartre ou Simone de Beauvoir, qui sont pour moi du coup comme un trou noir dans cette histoire culturelle. Parce qu'il n'y a eu aucune solidarité avec les juifs allemands. Il n'y en a eu aucune. Et je connais un peu Sartre et je n'ai jamais beaucoup lu chez lui cette empathie qu'a eu par exemple Raymond Aron avec les juifs allemands, ou qui étaient communistes ou pseudo-communistes ou qui n'étaient plus. Et il y a un pan noir qui est complètement écarté dans notre histoire culturelle. Qu'a donc fait Sartre pendant l'occupation? Lui qui disait qu'on n'a jamais été aussi libre sous l'occupation. Et surtout, je trouve, je vais lire avec grand plaisir le livre de votre collègue, on a quelque chose qu'on a oublié, qui est un impensé, mais qu'il faut repenser. La machine administrative française, elle n'est pas absurde, elle est extrêmement cohérente. Ces vies qui sont brisées, on le voit dans votre livre, c'est la machine juridico-administrative qui a brisé ces vies. C'est comme ça que Walter Benjamin, Hannah Arendt, Heinrich Blücher ne se s'en sont pas sortis. C'est pas parce que, très bien l'antisémitisme, très bien, mais c'est l'État français qui a mis en place la machine administrative qui a broyé toutes ces vies. Et je trouve qu'on le voit très bien. Je crois que vous auriez pu, dans votre discussion avec monsieur, insister. Parce qu'on a vite passé l'éponge sur la responsabilité absolue de l'État français. Absolue. Passer à autre chose, 4ème République. Et ça revient maintenant. Et cet impensé, il revient. Parce que toutes ces vies brisées, s'il n'y avait pas eu cette machine technico-juridico-administrative, elles auraient pu y échapper. Vous avez dit cette absurdité des doubles visas, de ne pas pouvoir sortir, de pouvoir travailler pour pouvoir avoir un visa, mais si on ne travaille pas, on n'a pas de visa, mais on ne peut pas travailler. C'est l'absurdité absolue. Et je trouve que votre livre est remarquable de ce point de vue-là. Voilà. Ce n'est peut-être pas une question. Moi, mais j'ai en tout trouvé cas, que et le livre d'Annette Becker et le vôtre, je ne voulais pas en faire un thème central de ces discussions parce que ça a aussi déjà été dit très très souvent, mais c'est très présent dans vos deux livres sur le rôle actif effectivement de l'administration française et de l'État français dans la traque et la déportation des Juifs. C'est très présent dans les deux livres. N'est-ce pas? Oui, après, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'État français. Alors là, à ce moment-là, au moment de l'internement en 1939, c'est le Parti radical qui est au pouvoir, de Daladier. C'est un parti très hétérogène où il y a à la fois des gens qui ont participé au Front populaire et à la fois des anticommunistes. Et donc, il y a à la fois le fait qu'on a des accords commerciaux avec l'Allemagne et que donc on veut ménager l'Allemagne, on veut ménager Franco. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les interne. On les interne sous couvert d'être ressortissants des puissances ennemies, mais en réalité, ils sont plutôt internés en tant que communistes, en tant que marxistes et en tant qu'intellectuels progressistes. Après, il y a une autre, donc il y a effectivement clairement une responsabilité de l'État. Et puis, il y a un moment donné où la machine s'emballe et justement, le problème, c'est qu'il n'y a plus de judiciaire et c'est juste la machine administrative, à tel point que les arrestations, c'est seulement le préfet seul qui peut en décider. Donc, on les appelle les indésirables à ce moment-là. Et est indésirable n'importe qui, celui qui déplaît à sa concierge, puisque les concierges travaillent avec la police. Donc c'est plutôt qu'à un moment donné, l'administration française, qui est en plus quand même imprégnée de racisme et d'antisémitisme, elle est plus du tout contrôlée par personne. Kessler va en être une des premières victimes, et donc elle broie des vies. Effectivement, il y a deux choses, à mon avis, différentes. C'est à la fois les décisions de l'État et du gouvernement de Daladier qui veut donner des gages à la population en persécutant les réfugiés, et puis à la fois un moment où c'est l'administration en fait on est sous le régime de la loi des suspects et c'est l'administration qui s'emballe complètement et qui broie des vies. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette présentation extrêmement complète
de ces années-là. J'en connais un petit peu parce que j'ai travaillé la même époque, mais en fait un aspect particulier aussi de Hannah Arendt, à savoir son œuvre poétique. C'est vrai que ça a été longuement oublié, voire ignoré, autant que cette dimension, non seulement de grande intellectuelle, mais la femme qu'elle était. C'est vrai qu'elle était considérée comme une philosophe, une philosophe même un peu dénigrée, il faut dire, non seulement en France, mais aussi en Allemagne. Il a mis des années, son 100e anniversaire, pour la réveiller à la conscience européenne. Et ce que je voulais, donc en vous remerciant d'abord pour l'œuvre que vous nous avez remis maintenant, je voulais peut-être compléter un aspect de cette dimension de paria, parce qu'il est vrai que cette idée qu'elle élabore, qu'elle reprend de Bernard Lazare, mais qu'elle va développer à partir de Rahel Varnhagen d'une part, et de son débat avec Benjamin à Paris. Il y a 2 chapitres de sa thèse qui vont rester ouverts jusqu'à ce qu'elle arrive à Paris, jusqu'à ce qu'elle rencontre ici sa tribu, et où elle va, dans le dialogue avec Benjamin, élaborer cette dimension de paria conscient qui ne faisait pas partie de sa réflexion antérieure. Elle a juste fait la critique fondamentale de Rahel Varnhagen, qu'il pensait par l'assimilation pouvoir résoudre son problème de judaïté. Elle l'a critiqué, mais en fait, l'élaboration de la notion du paria conscient, c'est dans son échange avec Benjamin. Et cette amitié avec Benjamin est fondamentale pour sa période à Paris. Ils ont passé des nuits entières à se promener dans Paris, sur les grands boulevards. Ils ont travaillé ensemble dans les bibliothèques. Vraiment, c'était une amitié profonde et un échange intellectuel de taille. Oui, c'est ce qu'ils vivent quand Benjamin va s'installer au 10 rue Dombasle. Il va y avoir dans cet immeuble plusieurs autres personnalités. Et là, ils vont créer cette espèce de tribu. Et effectivement, c'est une sorte de laboratoire intellectuel. Donc son habilitation sur Rahel Varnhagen, elle l'avait laissée de côté aussi parce qu'il y avait une espèce de rejet de tout ce qui était intellectuel au moment où les nazis arrivent au pouvoir. Donc elle se met dans le travail social, etc. Et puis en 1938, elle reprend son travail sous l'impulsion de Heinrich Blücher et Walter Benjamin. Voilà, et on va passer à la suite des entretiens. Merci beaucoup. Merci à vous.